Et voilà, 11 heures, c'est parti. C'est parti pour le petit rendez-vous lecture qui va être quotidien maintenant. Voilà, on se lance donc, je me lance pour une lecture de l'écume des jours en 30 jours. Et on est déjà au deuxième jour, hein, mais je ferai un petit résumé pour ceux qui rattrapent. J'essaierai de faire des introductions très courtes à l'avenir. Je vais prendre exemple sur Pierre-Emmanuel Barré qui sait entrer assez vite dans le vif du sujet. Donc, on va se lancer. Voilà, à chaque fois, c'est entre 15 et 20 minutes de lecture. Donc, n'hésitez pas à faire une autre activité en même temps, hein, parce que moi, je bouge pas, il n'y a pas de mise en scène. C'est de la lecture. Épisode 2, ça sera chapitres 3, 4 et 5. Et je vais résumer pour ceux qui n'ont pas suivi les chapitres 1 et 2. Donc, l'écume des jours de Boris Vian, hein. L'écume des jours, déjà, c'est un titre magnifique, tout un poème. L'écume des jours, chapitres 1 et 2, on a suivi jusqu'ici les péripéties de Colin. Colin, un nom que j'adore, héros du récit, dont on ne sait encore pas grand-chose, sinon qu'il a un grand appartement avec un cuisinier et un magnifique piano-cocktail, donc de sa création, un piano qui fabrique des cocktails. Voilà, son cuisinier, c'est Nicolas. Son ami Chick a rencontré une fille qui se trouve être la nièce du cuisinier, et il doit la retrouver à la patinoire le lendemain. Voilà où on en est. Il a convié son ami Colin à venir à la patinoire. L'écume des jours, chapitre 3. Colin descendit du métro, puis remonta les escaliers. Il émergea dans le mauvais sens et contourna la station pour s'orienter. Il prit la direction du vent avec un mouchoir de soie jaune, et la couleur du mouchoir, emportée par le vent, se déposa sur un grand bâtiment de forme irrégulière, qui prit ainsi l'allure de la patinoire Molitor. Vers lui, c'était la piscine d'hiver. Il la dépassa et, par la face latérale, pénétra dans cet organisme pétrifié en traversant un double jeu battant de portes vitrées à barres de cuivre. Il tendit sa carte d'abonnement, qui fit un clin d'œil au contrôleur à l'aide de 2 trous ronds déjà perforés. Le contrôleur répondit par un sourire complice, n'en ouvrit pas moins une 3e brèche dans le Bristol orange, et la carte fut aveugle. Colin la remit sans scrupule dans son porte-cuir en feuilles de Russie et prit, à gauche, le couloir tapis de caoutchouté qui desservait les rangées de cabines. Il n'y avait plus de place au rez-de-chaussée. Il monta donc l'escalier de béton, croisant des êtres grands, car montés sur lame métallique verticale, qui s'efforçaient à des cabrioles d'allure naturelle, malgré l'empêchement évident. Un homme à chandail blanc lui ouvrit une cabine, encaissa le pourboire qui lui servirait pour manger car il avait l'air d'un menteur, et l'abandonna dans cette in pace après avoir, d'une craie négligente, tracé les initiales du client sur un rectangle noirci disposé à cet effet à l'intérieur de la cabine. Colin remarqua que l'homme n'avait pas une tête d'homme, mais de pigeon, et ne comprit pas pourquoi on l'avait affecté au service de la patinoire plutôt qu'à celui de la piscine. Il montait de la piste une rumeur ovale que la musique des haut-parleurs disséminés tout autour rendait complexe. Le piétinement des patineurs n'atteignait pas encore le niveau sonore des moments d'affluence où il présente une analogie avec le bruit des pas d'un régiment dans la boue giclant sur du pavé. Colin cherchait des yeux Alise et Chick, mais il ne paraissait pas sur la glace. Nicolas devait le rejoindre un peu plus tard. Il avait encore affaire à la cuisine pour préparer le repas de midi. Colin défit les lacets de ses chaussures et s'aperçut que les semelles étaient parties. Il tira de sa poche un rouleau de taffetas gommé, mais il n'en restait pas assez. Il disposa alors les chaussures dans une petite mare qui s'était formée sous la banquette de ciment et les arrosa d'engrais concentré afin que le cuir repousse. Il enfila une paire de chaussettes de laine à larges bandes jaunes et violettes alternées et mit ses souliers de patinage. La lame de ses patins se divisait en 2 pas vers l'avant, pour lui permettre des changements de direction plus aisés. Oui, elle se divisait en 2, il n'y a pas 2 pas. Elle se divisait en 2 vers l'avant pour lui permettre des changements de direction plus aisés. Il sortit, redescendit un étage, ses pieds se tordaient un peu sur les tapis de caoutchouc perforés qui garnissaient les couloirs bétonnés. Au moment de se hasarder sur la piste, il dut remonter en toute hâte les 2 marches de bois pour éviter de choir. Une patineuse, à la fin d'un magnifique grand aigle, venait de laisser tomber un gros œuf qui se brisa contre les pieds de Colin. Pendant qu'un des varlets nettoyeurs venait en ramasser les fragments épars, Colin aperçut Chick et Alise qui aboutissaient à la piste de l'autre côté.
Il leur fit un signe qu'ils ne virent pas et s'élança à leur rencontre, mais sans tenir compte du mouvement giratoire. Il en résulta la formation rapide d'un considérable amas de protestants auxquels vinrent s'agglomérer de seconde en seconde des humains qui battaient l'air désespérément de leurs bras, de leurs jambes, de leurs épaules et de leur corps entier avant de s'effondrer sur les premiers chus. Le soleil ayant fait fondre la surface, ça clapotait en dessous du tas. En peu de temps, les 9/10 des patineurs étaient rassemblés là et Chick et Alice disposaient de la piste pour eux seuls, ou à peu près. Ils s'approchèrent de la masse grouillante et Chick, reconnaissant Colin à ses patins bifides, l'extirpa de l'ensemble en le saisissant par les chevilles. Ils se serrèrent la main. Chick présenta Alice et Colin se mit à la gauche de celle-ci dont Chick occupait déjà le flanc dextre. Ils se rangèrent en arrivant à l'extrémité droite de la piste pour laisser place aux varlets nettoyeurs qui, désespérant de retrouver dans la montagne de victimes autre chose que des lambeaux sans intérêt d'individualité dissociée, s'étaient munis de leurs raclettes pour éliminer le total des allongés et fonçaient vers le trou à raclure en chantant l'hymne de Molitor, composé en 1709 par Vaillant Couturier, et qui commence ainsi. « Messieurs et mesdames, veuillez évacuer la piste, s'il vous plaît, pour nous permettre de procéder au nettoyage. » Le tout ponctué de coups de klaxon destinés à entretenir au fond des âmes les mieux trempées un frisson d'incoercible terreur. Les patineurs debout applaudirent à cette initiative et la trappe se referma sur l'ensemble. Chick, Alice et Colin firent une courte prière et reprirent leur giration. Coucou Brigitte, belle maman. Colin regardait Alice. Elle portait par un hasard étrange, un sweatshirt blanc et une jupe jaune. Elle avait des souliers blancs et jaunes et des patins de hockey. Elle avait des bas de soie fumés et des soquettes blanches repliées sur le haut, des chaussures à peine montantes et lacées de coton blanc, faisant 3 fois le tour de la cheville. Elle comportait en outre un foulard de soie vert vif et des cheveux blonds extraordinairement touffus encadrant son visage d'une masse frisée serrée. Elle regardait au moyen d'yeux bleus ouverts et son volume était limité par une peau fraîche et dorée. Elle possédait des bras et des mollets ronds, une taille fine et un buste si bien dessiné que l'on eût dit une photographie. Colin se mit à regarder de l'autre côté pour retrouver son équilibre. Il y parvint et, baissant les yeux, demanda à Chick si le pâté d'anguille s'était passé sans encombre. « Ne m'en parle pas, dit Chick. J'ai pêché dans mon robinet toute la nuit pour voir si j'en trouverais une aussi, mais chez moi il ne vient que des truites. »« Nicolas doit pouvoir en faire quelque chose, assura Colin. Vous avez, poursuivit-il en s'adressant plus particulièrement à Alice, un oncle extraordinairement doué. »« C'est l'orgueil de la famille, dit Alice. Ma mère ne se console pas de n'avoir épousé qu'un agrégé de mathématiques alors que son frère a réussi si brillamment dans la vie. »« Votre père est agrégé de mathématiques ? » ?»« Oui, il est professeur au Collège de France et membre de l'Institut ou quelque chose comme ça, dit Alice. C'est lamentable, à 38 ans. Il aurait pu faire un effort. Heureusement, il y a oncle Nicolas. »« Ne devait-il pas venir ce matin ? Demanda Chick. Un parfum délicieux montait des clairs cheveux d'Alice. Colin s'écarta un peu. « Je crois qu'il sera en retard. Il avait quelque chose en tête ce matin. Si vous veniez déjeuner à la maison tous les deux, on verra ce que c'était. »« Coucou Mel. »« Très bien, dit Chick. Mais si tu crois que je vais accepter une proposition comme ça, tu te forges une fausse conception de l'univers. Il faut te trouver une 4e. Je ne vais pas laisser Alice aller chez toi. Tu la séduiras avec les harmonies de ton pianococktail et je ne veux pas de ça. »« Oh, protesta Colin, vous l'entendez ?» Lui n'entendit pas la réponse car un individu de longueur démesurée qui faisait depuis 5 minutes une démonstration de vitesse venait de lui passer entre les jambes, courbé en avant à l'extrême limite, et le courant d'air ainsi produit soulevait Colin à quelques mètres du sol. Il s'agrippa au rebord de la galerie du premier étage, fit un rétablissement et retomba aux côtés de Chick et d'Alice, l'ayant exécuté dans le mauvais sens. « On devrait les empêcher d'aller si vite, dit Colin. Puis il fit un signe de croix car le patineur venait de s'écraser contre le mur du restaurant, à l'extrémité opposée de la piste, et restait collé là comme une méduse de papier mâché écartelée par un enfant cruel. Les varlets nettoyeurs firent une fois de plus leur office, et l'un d'eux planta une croix de glace à l'endroit de l'accident. Pendant qu'elle fondait, le préposé passa des disques religieux. Puis tout rentra dans l'ordre. Chick, Alice et Colin tournaient toujours. Chapitre 4. « Voici Nicolas !» s'écria Alice. « Et voilà Isis !» dit Chick. Nicolas venait d'apparaître au contrôle et Isis sur la piste. Le premier se dirigea vers les étages supérieurs, la seconde vers Chick, Colin et Alice. « Bonjour Isis, dit Colin. Je vous présente Alice. Alice, c'est Isis, vous connaissez Chick. » Il y eut du serrage de main.
Eh ouais, là on peut. Et Chick en profita pour filer avec Alice, laissant Isis au bras de Colin, lesquels démarrèrent à la suite. Je suis contente de vous voir, dit Isis. Colin était content de la voir aussi. Isis, en 18 ans d'âge, était parvenue à se munir de cheveux châtains, d'un sweatshirt blanc et d'une jupe jaune avec un foulard vert acide, de chaussures blanches et jaunes et de lunettes de soleil. Elle était jolie, mais Colin connaissait très bien ses parents. « Il y a une matinée chez nous la semaine prochaine, dit Isis. C'est l'anniversaire de Dupont. »« Qui, Dupont ?»« Mon caniche. Alors j'ai invité tous les amis. Vous viendrez à 4 heures. »« Oui, dit Colin, très volontiers. »« Demandez à vos amis de venir aussi, dit Isis. »« Chick et Alice ?»« Oui, ils sont gentils. Alors à dimanche prochain. »« Vous partez déjà, dit Colin. »« Oui, je ne reste jamais très longtemps. Je suis déjà là depuis 10 heures, vous savez, tout de même. »« Il n'est qu'11 heures, dit Colin. J'étais au bar. Au revoir. » C'était un court chapitre 4. Chapitre 5. Colin se hâtait par les rues lumineuses. Il soufflait un vent sec et vif, et sous ses pieds, de petites places de glace craquelées s'écrasaient en crépitant. Les gens cachaient leurs mentons dans ce qu'ils pouvaient trouver, leur col de par-dessus, leurs foulards, leurs manchons. Il en vit même un qui employait à cet usage une cage à oiseaux en fil de fer, dont la porte à ressort lui appuyait sur le front. « Je vais demain chez les Pontozane, pensait Colin. C'étaient les parents d'Isis. Je dîne ce soir avec Chick. Je vais rentrer chez moi me préparer pour demain. Il fit un grand pas pour éviter une raie du bord du trottoir qui paraissait dangereuse. Si je peux faire 20 pas sans marcher dessus, dit Colin, je n'aurai pas de bouton sur le nez demain. Ça fait rien, dit-il en écrasant de tout son poids la 9e raie. C'est idiot ces trucs-là, je n'aurai pas de bouton quand même. Il se baissa pour cueillir une orchidée bleue et rose que le gel avait fait sortir de terre. Elle sentait le parfum des cheveux d'Alice. Je verrai Alice demain. C'était une pensée à éviter. Alice appartenait à Chick de plein droit. Je trouverai certainement une fille demain. Mais ses pensées s'attardaient sur Alice. Est-ce qu'ils parlent vraiment de Chancelpartre lorsqu'ils sont tout seuls ? Il valait peut-être mieux aussi ne pas penser à ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient tout seuls. Combien Chancelpartre a-t-il écrit d'articles depuis 1 an ? De toute façon, il ne lui restait pas le temps de les compter jusque chez lui. Qu'est-ce que Nicolas va faire pour ce soir ? À bien y réfléchir, la ressemblance d'Alice et de Nicolas ne présentait rien d'extraordinaire, puisqu'ils étaient de la même famille. Mais ça ramenait en douce au sujet défendu. Qu'est, dis-je, ce Nicolas va faire pour ce soir ? Je ne sais pas ce que Nicolas, qui ressemble à Alice, va faire pour ce soir. Nicolas a 11 ans de plus qu'Alice, ça lui fait 29 ans. Il est très doué pour la cuisine. Il va faire du fricando. Colin approchait de sa demeure. Les boutiques des fleuristes n'ont jamais de rideaux de fer. Personne ne cherche à voler des fleurs. Cela se comprenait assez. Il cueillit une orchidée orange et grise dont la corolle délicate fléchissait. Elle brillait de couleur diaprée. Elle a la couleur de la souris à moustache noire. Ah, je suis arrivé chez moi. Colin monta l'escalier de pierre habillé de laine. Il introduisit dans la serrure de la porte de la glace argentée une petite clé d'or. « À moi, mes fidèles serviteurs, car me voici de retour. » Il lança son imperméable sur une chaise et s'en fut rejoindre Nicolas. C'est déjà la fin ? Ça fait combien de temps là ? J'ai pas de quoi calculer le temps. Eh ben voilà, ça m'a paru court, j'espère vous aussi. La suite, demain. Gros bisous.